Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. C'est la mesure la plus spectaculaire du plan santé-environnement présenté aujourd'hui. Le gouvernement annonce l'instauration dès 2005 d'un bonus à l'achat pour les voitures propres et d'un malus pour les plus polluantes jusqu'à 3 000 €. Une voiture sur deux vendue chaque année serait concernée, soit 1 million de véhicules. Il y a 2 ans, il incarnait la France qui gagne. Jean-Marie Messier est en garde à vue ce soir à la brigade financière. La justice enquête sur de possibles manipulations du cours de bourse de l'action Vivendi. La reprise du procès pour pédophilie d'Outreau au centre de cette journée, les enfants, avec les premières conclusions des nouveaux experts qui les ont examinés ces derniers jours. La thèse du réseau semble définitivement écartée, mais les accusations d'inceste restent précises. Après les années Reagan, l'Amérique célèbre les années Clinton. L'ancien président publie des mémoires très attendues. Il critique George Bush sur la guerre en Irak, affirme l'avoir prévenu à propos de Ben Laden et fait son mea culpa sur l'affaire Monica Lewinsky. L'Euro 2004, nous irons au Portugal, où Jacques Santini a semble-t-il entendu ses joueurs. Le système tactique sera modifié face à la Suisse. La France doit faire au moins un match nul pour être certaine d'être qualifiée. Enfin, la fête de la musique, elle a déjà commencé un peu partout dans les rues et les salles. Petit Tour de France à la fin de ce journal. La France a donc décidé de se doter pour la première fois d'un programme de santé publique pour réduire l'impact de la pollution. Un plan présenté tout à l'heure par Jean-Pierre Raffarin. Nous reviendrons dans un instant sur la mesure la plus spectaculaire, ce système de bonus-malus pour l'achat des voitures. D'abord, l'ensemble des dispositions, elles concernent l'eau, l'air et les produits chimiques. Agnès Monteux, Régis Maté. Pas moins de 5 ministres au chevet de l'environnement. Un événement rare pour répondre à un constat alarmant. Selon les dernières études, jusqu'à 20% des cancers seraient liés à notre environnement. Premier responsable, l'air que nous respirons, qui ferait 30 000 victimes par an. Le gouvernement prévoit de réduire d'1 tiers les émissions de particules de nos voitures à diesel d'ici 2010. Les industriels sont aussi visés. Ils devront diminuer leur rejet de dioxine, de cadmium ou de plomb. La qualité de l'eau doit également être améliorée, car 8% de la population reçoit une eau qui n'est pas conforme aux normes sanitaires. Seul 1 tiers des captages est protégé par un périmètre de sécurité contre les pollutions. D'ici 2010, tous devront l'être. Troisième problème, les produits chimiques comme les pesticides. Nous utilisons près de 100 000 molécules différentes, mais quelques milliers seulement sont vraiment bien connues. Alors il faudra multiplier les études pour mieux connaître l'impact de la pollution sur notre santé. Je pense que le plan, pour le moment, n'est pas assez ambitieux. Mais enfin, au moins, il a le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'on commence à le lancer. Mais maintenant, il faut voir quels vont être les moyens qui vont être mis à disposition donc pour que l'on puisse réaliser un certain nombre d'études nécessaires. 85 millions d'euros pour les 3 premières années. Pour beaucoup, le budget de ce plan paraît trop modeste. Voilà pour l'ensemble. Et puis il y a donc cette idée déjà très commentée, une prime à l'achat des voitures les plus propres, une pénalité pour les plus polluantes jusqu'à 3 000 €, une disposition qui va entrer en vigueur dès le mois de janvier 2005. Explication, réaction, Diego Garcia, Vanessa Rouet. Les 4x4 dans le collimateur. Après la mairie de Paris, c'est le gouvernement qui fait du 4x4 le bouc émissaire de la pollution urbaine. Leurs moteurs, surtout les diesels, produisent plus de CO2, principal gaz à effet de serre. Ils émettent aussi plus de fines particules que les autres voitures. Les particules fines sont à l'origine de décès, d'un nombre de décès très important, et il faut bien que nous incitions à faire en sorte que nos concitoyens achètent des véhicules propres. Et pour bien acheter, un système de bonus-malus. Côté malus, à partir du 1er janvier 2005, les voitures les plus polluantes seront pénalisées. Exemple, un acheteur de 4x4 équipé d'un moteur diesel V8 paierait une taxe de 3 000 € à l'achat, une injustice pour certains. Ce que je regrette aussi dans la proposition que nous fait M. Lepelletier aujourd'hui, c'est qu'il fait complètement abstraction des véhicules utilitaires, des véhicules de collection, des véhicules qui seraient antérieurs à 1999, qui sont parmi les plus polluants aujourd'hui. Les possesseurs de 4x4 croisés cet après-midi accusent le coup. Aujourd'hui, elles sont à la vente dans ces voitures. Alors il ne faut pas les vendre. Je veux dire, si elles sont polluantes et si elles ne sont pas adaptées à la circulation en ville, il faut absolument les retirer de la circulation. Qu'on nous fasse payer moins cher des voitures électriques. À tous, ce serait tellement plus simple. Les acheteurs de voitures haut de gamme, type Renault Velsatis, elles aussi considérées comme polluantes, auront à débourser 1 500 €. Côté bonus, les véhicules peu polluants seront favorisés. Exemple, cette Peugeot 206
bénéficierait à l'achat d'une ristourne de 800 €. Entre les extrêmes, les voitures moyenne gamme, c'est-à-dire 1 million de véhicules sur les 2 millions vendus chaque année, échapperaient à toute surtaxe. Et cette mesure ne coûterait rien à l'État, d'après le gouvernement, les bonus compensant les malus. Deux réactions encore sur ce plan. Le groupe PSA Peugeot Citroën craint une déstabilisation du marché. Selon lui, les consommateurs vont reporter leur achat pour attendre la prime à la voiture propre. Et puis les Verts, qui jugent l'idée originale, mais ils estiment que c'est l'arbre qui cache la forêt. Le plan n'est pas à la hauteur, selon eux. On reste dans l'environnement et les transports avec le premier voyage privé dans l'espace. Mission accomplie pour Spaceship One en Californie. Devant des milliers de spectateurs enthousiastes, le petit avion a dépassé les 100 km d'altitude, puis s'est reposé sans encombre. L'ère du tourisme spatial a sans doute commencé aujourd'hui. Nicolas Châteauneuf. Au fin fond du désert californien, il s'est enfin élancé. Spaceship One est le premier engin spatial entièrement financé par des fonds privés. L'ère du tourisme de l'espace vient sans doute de s'ouvrir. Une fois en l'air, le scénario maintes fois répété se déroule parfaitement. À 15 km d'altitude, l'avion porteur largue la petite fusée située sous son ventre. Celle-ci entame une fulgurante ascension. Sa vitesse équivaut alors à 3 fois celle du son. À 100 km d'altitude, l'objectif est atteint. Le pilote devient astronaute pour quelques petites minutes en apesanteur aux portes de l'espace. Quand on revient de l'espace, on ne recherche qu'une chose, c'est partager les sensations, la vue de la Terre depuis l'espace, avec nos amis, avec la famille. Et je crois que cette étape est une étape très très importante dans l'histoire de l'astronautique. Mais son escapade aux limites de l'atmosphère ne permet pas à Spaceship One d'échapper à la gravité terrestre. Il entame alors une chute libre de 60 km avant de déployer ses ailes et d'atterrir en planant sous les applaudissements. Son pilote, Mike Melville, est âgé de 62 ans. Pour lui, le billet est gratuit, mais pour les futurs touristes de l'espace, il sera tout de même de 100 000 $. Mais avec la concurrence, il paraît que les prix devraient rapidement baisser. En France, on l'appelait un peu ironiquement le maître du monde. Jean-Marie Messier a donc été convoqué ce matin à la brigade financière où il a été placé en garde à vue. La justice enquête sur de possibles manipulations du cours de l'action Vivendi. Il y a 2 ans et demi, des petits actionnaires s'estimant lésés avaient porté plainte. François Baudonnet, Alain Locasio. De Wall Street à Paris, il voulait tout acheter, tout dominer. C'était il y a à peine 4 ans. Mais ce temps-là est bien révolu. Depuis ce matin, Jean-Marie Messier doit s'expliquer ici, devant des policiers de la brigade financière de Paris. Les enquêteurs l'entendent sur 2 dossiers distincts. Tout d'abord, d'éventuelles manipulations de cours. En septembre 2001, Jean-Marie Messier est inquiet. Après les attentats de New York, le cours de l'action Vivendi Universal s'effondre et il doit bientôt présenter ses résultats. Il demande alors à ses équipes de racheter des millions d'actions. Objectif, doper artificiellement le cours, et ça marche. Le jour de la présentation des résultats, 13 millions de titres sont ainsi rachetés et pendant que Jean-Marie Messier parle, l'action grimpe de 4%. Les enquêteurs s'intéressent également à d'éventuelles diffusions de fausses informations. En clair, Jean-Marie Messier aurait caché à ses actionnaires la situation critique de son groupe grâce à une méthode simple, présenter les énormes bénéfices de l'une de ses filiales, CGTEL, comme ceux de la maison mère. Des pratiques que dénoncent depuis plus de 2 ans les petits actionnaires de Vivendi. Pour nous, c'est un grand espoir pour les petits porteurs, parce que le petit porteur, jusqu'à maintenant, a été grugé de plusieurs milliards, puisque lorsqu'on donne un chiffre, c'est quand même 50 milliards. Donc aujourd'hui, que le président de Vivendi, le maître du monde, soit mis en examen, je crois que là-dessus, c'est une victoire. Ce soir, pourtant, la mise en examen de Jean-Marie Messier n'est pas encore prononcée, même s'il l'appelle de ses voeux pour avoir accès au dossier. Seule certitude, sa garde à vue est prolongée jusqu'à demain. Économie toujours en bref, toute la Corse a été privée d'électricité pendant 1 heure en fin d'après-midi. Les pompiers ont été débordés. Il a fallu porter assistance à de nombreuses personnes coincées dans l'ascenseur. De sources officielles, il n'y a aucune indication sur les causes de cette panne qui a concerné tout de même 260 000 personnes. La CGT EDF en Corse dément être à l'origine de cette coupure. Le syndicat, en revanche, a mené diverses actions aujourd'hui contre la réforme du statut de l'entreprise et notamment ce défilé de véhicules de service bleus venus de toute l'île de France. Des coupures ciblées sont encore prévues ces prochains jours, a indiqué la CGT.
Justice, la reprise du procès pour pédophilie d'Outreau, journée attendue car les nouveaux experts désignés pour examiner une fois encore les enfants dont les accusations, vous le savez, sont sujettes à caution, eh bien ces experts étaient entendus aujourd'hui. La thèse du réseau a été écartée définitivement, semble-t-il. En revanche, certains enfants accusent toujours leurs propres parents. Sur place, Agnès Gardet, Vincent Kellner. Charlotte Trinel, expert psychologue, a entendu la semaine dernière les enfants de Sandrine et Franck Lavier. Ses conclusions sont sévères. Aurore, 11 ans, lui a livré un bout de son passé. Elle a raconté les coups et la tentative de viol infligée par Franck Lavier, son beau-père. Je le déteste, aurait-elle dit, et j'en veux à ma mère de n'avoir pas su me protéger. Je comprends pas. Pardon? Moi-même, je suis dans le flou total. Dans le flou total. Elle dit qu'elle a peur de vous, quand même. Je sais pas. Les experts semblent convaincus que ces enfants, encore qu'il faut faire la différence entre les uns et les autres, je parle des enfants Lavier, eh bien, sont traumatisés. La question qui se pose, c'est de savoir d'où proviennent ces traumatismes. Les experts se gardent bien de trancher. Ils ont expliqué aujourd'hui leur méthode. Pas de questions fermées, recueil de récits spontanés. Ainsi du fils de l'huissier. Je suis très fatigué, vous savez, il faut qu'il rejoigne... 12 ans aujourd'hui. La semaine dernière, dans le cabinet de l'expert, il a dit son dégoût pour son père. Il m'a fait ça souvent, c'était le soir dans ma chambre. Alain Maréco, lui, nie les faits, comme au premier jour. J'ai beaucoup trop travaillé. J'étais en même temps huissier, chargé de cours à la faculté. J'avais repris mes études. J'ai pas vu mes enfants, j'ai oublié de vivre. Je suis puni. À 2 semaines du verdict, les conclusions des nouveaux experts pourraient-elles changer le cours des débats? Elles pourraient en tout cas accréditer une thèse, celle d'enfants victimes d'inceste dans leur propre famille, et discréditer peut-être définitivement la thèse du réseau pédophile. À Arlon, au procès Dutroux, le verdict est attendu demain. L'accusation a réclamé aujourd'hui la prison à vie contre Marc Dutroux. C'est la peine la plus sévère dans le droit belge. Il s'agit d'un délinquant d'habitude, incapable d'amendement, a indiqué le procureur, un psychopathe des plus graves, un narcissique sans remords. 30 ans de prison ont également été requis contre l'ex-épouse de Marc Dutroux, Michel Martin, et 10 ans contre Michel Nioul. La disparition de la petite Jeanne-Marie à Rhino, une information judiciaire pour séquestration et enlèvement devrait être ouverte demain. Le procureur Jacques Louvel a précisé que les enquêteurs ne disposaient pas de pistes sérieuses. Le périmètre des recherches a été élargi. Caroline Gauthier, Mathias Barrois, Jean-Pierre Pasteur. Tous les éléments, le numéro de téléphone, t'as le plan. Voilà, allez, c'est parti. Le dispositif a changé, mais sur le terrain, les recherches continuent. Cet après-midi, les gendarmes mobiles de Célestat partent en patrouille. Le périmètre du village de Rhino a été passé au peigne fin. Alors à présent, on élargit la zone de 20 à 30 km. Nous, on va aller sur Markolsheim. On va aller sur l'usine EDF de Markolsheim pour faire un point fixe sur l'usine EDF de Markolsheim et contrôler les véhicules qui nous semblent suspects. L'objectif, c'est de trouver tout élément. Et je dis tout élément, absolument tous, qui pourrait nous orienter ou qui pourrait orienter l'équipe enquête actuellement au travail. Le long du Rhin, qui délimite la frontière avec l'Allemagne, des postes de contrôle fixes sont mis en place. Fouille des coffres, vérification des identités. Pour l'instant, pas de résultat probant. Concernant les investigations, la science vient désormais à l'aide des enquêteurs. 4 gendarmes du service d'identification criminelle exploitent le moindre indice retrouvé. Il est évident que lorsque l'on fait du ratissage, eh bien, on trouve des choses et cela, il faut l'exploiter. Cet Algeco, par exemple, avait attiré l'attention des gendarmes. Après une matinée d'analyse, il semblerait qu'il n'ait rien révélé d'essentiel. Ce soir, Jeanne-Marie reste introuvable. L'actualité à l'étranger, un nouvel otage est aux mains d'Al-Qaïda, cette fois en Irak. Il s'agit d'un ressortissant sud-coréen. Les terroristes menacent de l'abattre si Séoul ne renonce pas à envoyer des renforts de troupes. Pas question de céder, répond ce soir la Corée du Sud. Claude Sampère. Il s'appelle Kim Soo-mil, il est sud-coréen, il a 33 ans et il a été enlevé jeudi dernier en Irak. Le voici sur une vidéo tournée par le groupe islamiste qui le retient. Ces ravisseurs se réclament d'un groupe proche d'Al-Qaïda. Ils menacent de décapiter leur otage si la Corée du Sud ne retire pas ses troupes d'Irak. Ils ont lancé un ultimatum de 24 heures au gouvernement sud-coréen. En Corée du Sud, l'émotion est considérable dans tout le pays. Plusieurs rassemblements ont eu lieu aujourd'hui pour demander au gouvernement de retirer ses troupes d'Irak.
Mais le gouvernement est resté inflexible et refuse de céder au chantage des preneurs d'otages. Devant la presse, le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que la Corée ferait tout son possible pour obtenir la libération de Kim Soo-il, mais qu'elle ne changerait pas sa position en Irak. La Corée du Sud a déjà près de 600 hommes en Irak et dès le mois d'août, 3000 soldats supplémentaires seront déployés. L'ultimatum des preneurs d'otages prend fin ce soir. Toujours en Irak, nouvelles auditions de soldats américains accusés d'avoir infligé des sévices à des prisonniers. 3 GIs ont été entendus par une cour militaire, vous ne verrez pas leur visage. L'avocat de l'un d'entre eux a souhaité que le général Sanchez, patron de l'armée américaine en Irak, soit cité comme témoin pour clarifier les responsabilités, requête acceptée par le juge. C'est dans ce contexte toujours agité pour George Bush que Bill Clinton revient sur le devant de la scène, pour quelques jours au moins, à l'occasion de la sortie de ses mémoires. 957 pages pour revenir sur l'affaire Monica Lewinsky, bien sûr, mais aussi sur l'Irak ou Ben Laden. Bill Clinton qui a touché 10 millions de dollars d'avance du jamais vu. Sam Assoula. Avec sa vie, en 957 pages, une avance d'éditeur de 10 millions de dollars, Bill Clinton fait son retour sur la scène médiatique après 3 ans de retraite. Son enfance, puis son arrivée à la Maison-Blanche, 8 années de présidence marquées au fer rouge par sa liaison adultère avec une stagiaire. Premier commentaire de l'auteur sur la chaîne américaine CBS qui a payé 1 million de dollars pour 10 minutes d'interview. Chapitre L, comme Lewinsky, Monica. J'ai fait cela pour la pire des raisons, juste parce que je le pouvais. Je pense que c'est la raison la plus détestable et la plus indéfendable. Sur la guerre en Irak, Bill Clinton ne critique pas la décision de George Bush d'intervenir militairement, mais sa méthode et son calendrier. En ce qui concerne le lancement de la guerre en Irak, je pense que nous avons fait une erreur en ne laissant pas les inspecteurs de l'ONU finir leur travail. Et lorsqu'on lui demande quels sont ses regrets de président, je regrette de ne pas avoir réussi à arrêter Oussama Ben Laden. Et aussi de ne pas avoir réussi à convaincre Israéliens et Palestiniens de faire la paix. Et devant nos caméras, Bill Clinton revient sur l'amitié entre la France et les États-Unis. Il dit comprendre la position française. Il y avait une base légitime de désaccord sur l'Irak, parce que l'Irak n'avait rien à voir avec le 11 septembre, parce que certaines personnes pensaient que nous allions peut-être créer davantage d'opportunités pour les terroristes. Je ne ressens aucune hostilité envers la France et l'Allemagne comme certains Américains. Avant même sa parution, certains titres de la presse américaine se montrent sévères. Le New York Times juge le livre mal fait, complaisant, souvent terriblement ennuyeux. Cela n'empêchera pas l'ouvrage d'être tiré à 1 500 000 exemplaires et ne privera sans doute pas Bill Clinton de savourer son retour sur le devant de la scène. Le Proche-Orient et cette proposition de la France, Paris serait prêt à participer à une présence internationale qui serait déployée dans la bande de Gaza après un retrait israélien. C'est ce qu'a indiqué Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères en visite en Égypte. Pour lui, ce retrait est une opportunité qu'il faut saisir. Depuis des années, la bande de Gaza est asphyxiée par les combats, par l'intifada. Les échappatoires sont rares, mais elles existent. Regardez l'histoire étonnante de cette athlète, Sana Baït. Elle a 20 ans, elle court le 800 mètres et elle sera aux Jeux Olympiques d'Athènes, malgré un entraînement évidemment très irrégulier. Envoyé spéciaux à Gaza, Charles Anderlin, Talal Bourami. Un terrain vague à Dir el-Balah dans le centre de la bande de Gaza. Dans le dénuement le plus absolu, Sana Baït s'entraîne pour le 800 mètres des Jeux Olympiques d'Athènes. On ne peut pas comparer avec les conditions dont disposent les champions du monde. Ici c'est le désert, il n'y a pas d'eau et des trous dans le sol. Une fois même je me suis fait une entorse et j'ai dû arrêter l'entraînement pendant 5 mois. Et pourtant, grâce à son entraîneur Samir, qui a été formé en Allemagne, Sana est parvenue à remporter quelques compétitions. Elle est la championne de Palestine du 800 mètres. Pour la mettre en condition comme il faut pour Athènes, il faudrait des installations, une piste d'athlétisme, un suivi médical, une alimentation adéquate. Peut-être que nous aurons les moyens de la préparer pour les Jeux de Pékin en 2008. La famille de Sana vit dans la pauvreté. Le père malade ne travaille pas et tant bien que mal, sa mère parvient à faire vivre ses 4 filles et ses 2 fils.
Pas de lit dans la minuscule maison, des matelas à même le sol que l'on replie le matin, et l'hiver, quand il pleut, le toit fuit. Cela n'a pas empêché Sanaa de gagner la médaille de bronze lors d'une compétition internationale au Caire, mais avec un temps de 2 minutes 28 secondes aux 800 mètres, loin du record du monde qui est à 1 minute 54 secondes. Je sais que je n'ai aucune chance face aux grandes championnes, mais au moins je vais participer aux Jeux Olympiques. Cette jeune athlète devrait partir au Caire pour s'entraîner dans de meilleures conditions. Et ce conflit du Proche-Orient trouve un écho en France. On s'en inquiète parfois, ça n'est pas nouveau. Ce qu'il est en revanche, c'est la traduction politique de ces engagements. Ainsi, aux dernières européennes, une liste Euro-Palestine a atteint en région parisienne des scores que personne n'attendait. La Garges-les-Gonesse, par exemple, elle a dépassé les 10%. Une démarche controversée. Reportage Pauline Revenat, Véronique Saint-Olive. Une semaine après le scrutin des européennes, retour à Garges-les-Gonesse pour les candidats de la liste Euro-Palestine. L'endroit n'est pas choisi au hasard. Ici, Euro-Palestine a réalisé son meilleur score, près de 11% des voix. Une liste comme un slogan pour défendre la Palestine et des électeurs qui revendiquent leur vote. On a voté toute la famille Euro-Palestine parce que Palestine n'a pas le droit dans le monde rien. Parce qu'il y a toujours la guerre là-bas et l'Europe, au moins, elle va faire quelque chose. C'est un pas. C'est un grand pas. Plus de 5% des voix dans certaines banlieues comme à Vitry, Gennevilliers ou Sarcelles. À la Courneuve, la liste Euro-Palestine a même devancé l'UMP. Passés les résultats, certains mettent en garde. Ça m'a inquiété, c'est tout. Ça m'a inquiété. Nous avons trop de communautés fragiles et les événements dans le monde entier fragilisent encore plus ces communautés qui sont dans notre pays. Après les inquiétudes, la controverse autour d'un vote spécifique aux cités et par communauté. Certains observateurs voient le bon côté des choses. Alors oui, je crois que plutôt que d'avoir peur, il faut prendre cela avec beaucoup d'intérêt et se dire, tiens, tout d'un coup, il y a des jeunes qui viennent voter, qui deviennent des citoyens, qui participent à la société française. Avec une seule liste aux européennes, Euro-Palestine a peut-être gagné son premier combat, celui d'exister dans certains quartiers. Mais pour dissiper les ambiguïtés, les accusations d'antisémitisme, le chemin est encore long. Politique encore, Tokia Saïfi, secrétaire d'État au développement durable, va quitter le gouvernement, c'est confirmé. Elle a été élue députée européenne et siégera donc à Strasbourg. Et on a appris aujourd'hui qu'elle ne serait pas remplacée. Coïncidence un peu embarrassante pour le gouvernement puisqu'on est en ce moment en plein dans la semaine du développement durable. Jean-Pierre Raffarin indique que le sujet sera l'objet d'une délégation interministérielle. Un nouveau revers pour l'UMP dans la législative partielle du 16e arrondissement de Paris. Le candidat investi, Laurent Dominati, a été largement devancé par le candidat dissident, entre guillemets, Bernard Debré. 59% des voix contre 20%. Il faudra néanmoins un second tour car la participation a été insuffisante. Bernard Debré sera le seul candidat. Une nouvelle démolition d'une barre d'immeubles à Rouen, dans le quartier de Lamar cette fois. Il s'agit là encore de remplacer les grands ensembles de béton par un habitat à échelle humaine. Le bâtiment entravait la liaison entre deux quartiers. Une centaine d'appartements vont être détruits, ainsi que 8 commerces. Et après-demain, c'est un symbole qui va s'écrouler. 2 barres gigantesques de la cité des 4000 Sud à La Courneuve seront démolies. Elles abritaient 720 logements. C'est un morceau d'histoire, pas toujours rose, qui disparaît. Daniel Wolfrom, Mathias Barrois. La basilique Saint-Denis, le cœur, le symbole du royaume de France. 1 kilomètre plus loin, à vol d'oiseau, les barres de la Courneuve, symbole de la reconstruction des années 60. Et maintenant, le grand ensemble côtoie presque le grand stade, devenu lui le symbole du renouveau de la banlieue parisienne. Et pourtant, tout cela n'était pas grand-chose, il y a à peine 50 ans. Ici, là, en face, il y avait un grand bidonville, qui était le bidonville des Francs-Moisins. En fait, les cités représentaient par rapport à des situations comme celle-là, un progrès formidable. Mais à l'époque, le progrès, la barre HLM flambant neuve, s'esquisse à peine à l'horizon. Pour tous les réprouvés, les immigrés, le bidonville reste le décor quotidien. À l'époque, il y avait un manque de logement qu'on peut difficilement imaginer maintenant. Moi, j'ai connu ça. En tant que jeune marié, impossible de trouver à se loger, autrement que dans des taudis.
La construction préfabriquée apparaît alors comme la solution. Il faut détruire les taudis, reloger en masse et accueillir le million de pieds noirs débarqués d'Algérie. Mais très vite, le climat change. En 1971, un règlement de compte entre un jeune et un cafetier révèle le malaise. Moi, je crois que dans les gens honnêtes, que je prétends qu'ils soient même travailleurs ou n'importe quoi, il y en a beaucoup qui peuvent partir, ils partent maintenant. 30 ans plus tard, la crise sociale aidant, la cité des 4000 et ses 82 nationalités est devenue, comme tant d'autres, un quartier aux multiples problèmes où il est bien difficile de cohabiter. Je me suis fait mon clapier à mon idée et tout. Moi, ma porte est fermée, après ce qui se passe, c'est tout. Bon, la seule chose que je souhaiterais, c'est que la tour à l'intérieur se rapapillote un peu, se refasse une petite beauté. Immeuble Renoir en 2000, Debussy en 86, depuis 15 ans, la Courneuve vit au rythme des démolitions, reconstructions. Il faut bâtir en plus petit, en moins dense pour espérer attirer ces classes moyennes qui font tant défaut à l'harmonie de la cité. Et toujours à propos d'environnement, mais dans un tout autre cadre de vie, on passe de la Courneuve aux forêts du Var, et plus précisément à Plan-de-la-Tour, une commune détruite aux 2/3 par les incendies de l'année dernière. Le débroussaillement obligatoire autour des maisons est appliqué avec une vigilance particulière. Tous les moyens, vous allez le voir, sont bons. Reportage Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. Une bonne mâchoire en guise de lame. Ici, les débroussailleuses sont des ânes. Avant, ici, on ne pouvait pas passer. C'était vraiment touffu. Et donc, les petits ânes ont fait leur office. Et aujourd'hui, on a une propriété qui est bien éclaircie et qui risque moins en matière d'incendie. En juillet dernier, le feu est passé à quelques dizaines de mètres d'ici. L'incendie, c'est la hantise des habitants du Plan de la Tour. On sait que ça brûlera toujours. Chaque fois qu'un incendie se présentera, criminel ou pas, ça brûlera. 90, 2003, sa maison a échappé aux flammes par 2 fois grâce à un débroussaillement efficace et obligatoire. Les propriétaires doivent nettoyer leur terrain sur un rayon de 50 mètres autour de l'habitation. Parfois, il faut savoir sacrifier un arbre. On enlève les arbres dominés pour faire profiter les arbres les plus sains. Et c'est peut-être l'aspect technique le plus difficile à faire passer au niveau des propriétaires, car couper un arbre est quelque chose qui les traumatise parfois. Dans la forêt, les professionnels ont moins d'état d'âme. Ici aussi, il faut empêcher le feu de se nourrir. L'abattage doit rester limité. Si on débroussaillait plus de 10% de la surface totale d'un massif forestier, on remettrait en cause l'écosystème forestier. Donc en termes environnementaux, ça sera absolument aller à l'encontre de tout. Il faut également savoir qu'en général, nous n'avons aucun départ de feu au cœur même des massifs. C'est surtout en périphérique ou en bordure des voies d'accès. Ce sont ces zones d'accès qui sont traitées en priorité par l'ONF. Objectif, permettre aux pompiers de travailler en toute sécurité. L'été dernier, 3 sapeurs ont péri dans les flammes dans le massif des Morts. Le début des épreuves du bac professionnel. 116 873 candidats très précisément ont commencé à plancher ce matin. Des effectifs en hausse, vous le voyez, par rapport à l'an passé. Le bac pro a le vent en poupe, l'emploi est souvent au bout. Exemple au lycée d'Armentières, près de Lille. C'est la première fois que des filles présentent l'épreuve catégorie travaux publics. Nabila Tabouri, Philippe Kérou. Adeline, tu alimentes la pelle hydraulique. Armel, tu montes sur la raboteuse. Séverine, tu vas... Les instructions à peine données, Armel, Séverine et Adeline ont 8 heures pour réaliser leur épreuve pratique. Car pour elles, le bac, c'est du concret. Un chantier à taille réelle et une mission, l'ouverture de la chaussée pour y installer une canalisation. En 2 ans de formation, les 3 jeunes filles ont acquis un savoir-faire certain. Pour autant, ça n'a pas suffi pour gagner la confiance des chefs de chantier lors de leurs nombreux stages. Ils viennent vérifier derrière si ça a bien été effectué et puis nous demandent t'es sûr que tu sais le faire, c'est tout le temps, ils regardent bien pour être sûr. Tandis que quand c'était un garçon stagiaire, ils l'ont laissé partir. Pour arriver jusqu'en terminale, les jeunes filles ont parfois dû se battre. Parents, enseignants, Adeline devait convaincre tout le monde pour éviter une orientation vers des métiers plus féminins. Un seul argument, avec ce bac, Adeline pourra commander une équipe, nul besoin donc de force physique. Sur un chantier, c'est pas spécialement le rapport de la force. Il faut savoir réfléchir à ce qu'on va faire et ça, tout le monde est capable de le faire. Qu'on soit une fille, qu'on soit un garçon, c'est la même chose. Cette année, c'est la première fois que le lycée présente des candidates au bac travaux publics. Les lycéennes sont d'ailleurs les 3 seules filles de la section et manifestement, c'est une réussite. Et je peux vous féliciter sur votre réalisation. Voilà.
Ça fait 25 ans que je suis dans les travaux publics, on voit certaines femmes arriver d'un bon oeil. Par exemple, si ça serait notre chef serait un homme, on irait peut-être moins l'aider. Par exemple, si c'est une femme, je voudrais qu'on fasse ça, on va lui donner un coup de main pour le laisser toute seule. Pendant qu'un homme, on lui aurait dit débrouille-toi tout seul. Dans un secteur où il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée, l'arrivée des femmes, même si elle reste encore timide, serait donc presque une aubaine. Toujours à propos d'éducation, un signe peut-être réconfortant à l'heure où l'on parle beaucoup de la difficulté du métier d'enseignant. De plus en plus de cadres, ingénieurs ou commerciaux quittent leur entreprise pour devenir professeurs par idéalisme ou par goût du public. Moins d'argent mais aussi moins de pression et surtout le sentiment d'être utile à la société. Reportage Séverine Lebrun, Vincent Bouffartigue. A priori, Catherine a un travail intéressant. Elle gère des projets informatiques pour de gros clients. Elle est bien payée, 2 000 € par mois, apprécie ses collègues. Mais 3 ans passés en entreprise lui ont suffi pour comprendre qu'elle n'y était pas à sa place. En entreprise, il y a le rapport avec l'argent, la productivité qui me tire absolument pas. D'ailleurs, j'arrive pas à entrer dans le moule. Résultat, bon, je fais mon travail très bien. Vous pouvez demander autour de vous, mais par contre, je le fais sans aucune envie. Son envie, devenir professeur des écoles. Alors elle a tout repris à zéro. Depuis un an, le soir, après le boulot, elle suit des cours de reconversion. Aujourd'hui, elle s'exerce aux oraux du concours. Et donc le rapport entre discipline et apprentissage au sein de l'école primaire. Apporter sa contribution à l'éducation des enfants, une belle idée qu'elle a envie de défendre. Avoir plus de temps pour elle, un petit bonus qui la motive. Pour ça, elle sacrifie 30% de son salaire. Je ne suis pas attirée par gagner plus d'argent si je ne peux pas profiter de la vie. Je suis plus proche d'une meilleure qualité de vie et d'un contact humain que de gagner plein de fric et de m'éclater. Je ne pense pas. Comme elle, 75 stagiaires, des femmes en majorité de 30 à 50 ans, ont suivi ce module de reconversion. C'est une bouffée d'oxygène pour l'école. Ces personnes ont des vécus qu'ils peuvent, entre guillemets, utiliser dans leur pratique professionnelle, peut-être pour comprendre différemment les élèves, et en particulier les élèves en difficulté. 3 fois 5, ça fait combien? 15. 15. Plus 4. Ouais. Thierry, lui, a sauté le pas. À 40 ans, après 15 ans dans le secteur privé, il a découvert un nouvel univers sans aucun regret. J'ai l'impression d'être utile à la société, là où je suis aujourd'hui, alors que où je travaillais avant, j'étais utile à mon entreprise et c'est tout, et même pas tellement à moi. Et là, je me sens vraiment très très bien. En 2003, ces reconvertis représentaient 15% des admis au concours de professeurs des écoles. Les vacances avant l'heure, pour ceux qui ont la chance de partir avant la fin de l'année scolaire, justement, étrangers, retraités ou parents d'enfants en bas âge. Sur la Côte d'Azur, ils sont un peu moins nombreux que l'an passé. À Juan-les-Pins, Nathalie Jourdan, Olivier Théron. Espadrilles et mollets nus, voilà pour le cliché. Sous le marché provençal, le vacancier de juin vient magasiner, mais aussi observer. Et les gens, l'accent, et la joie de vivre, il y a une joie de vivre. Merci, monsieur. Voilà, vous êtes allemand? Allemand, finlandais, suédois, c'est toute l'Europe du Nord qui vient savourer l'avant-saison azuréenne. Au mois de juin, ça nous aide un peu à remonter l'hiver. C'est après le mois de mai qui est beaucoup de fêtes. Donc le mois de juin, il nous remet encore un peu de sauce dans la soupe. La soupe est un peu claire cette année, moins 6 à moins 10% de réservations dans les hôtels en juin. La faute à un euro fort, mais aussi à des habitués qui découvrent l'infidélité. Nous avions une grosse clientèle italienne qu'on n'a plus. Et puis, nous avons aussi la concurrence avec les destinations comme les nouveaux pays d'Europe, et puis tous les pays du Maghreb et l'Espagne. Moins de monde dans les hôtels, sur le sable, les serviettes respirent. C'est tranquille, quoi. On fait ce qu'on veut, on se retrouve et il n'y a pas grand monde, quoi. Des voisins, mais pas trop donc. Conséquence, juin, c'est souvent la garantie d'un accueil plus chaleureux. Les commerçants qui sont sur place sont beaucoup plus près de vous, sont beaucoup plus proches, ils ont plus le temps. Alors qu'en juillet-août, bon, je pense qu'ils sont débordés et puis ils sont genre peut-être un petit peu plus stressés, quoi. Contrairement à ses successeurs juilletistes et haussiens, le vacancier de juin ne s'appelle pas. Vu son enthousiasme, il mériterait pourtant qu'on lui trouve vite un nom. On va y réfléchir. Sport, l'Euro, la France face à son destin ce soir. Un match nul face à la Suisse est indispensable pour être certain d'être qualifié. Après la déconvenue du précédent match face aux Croates, Jacques Santini a modifié le schéma tactique. Sur place, à Coimbra, Florent Gautreau, Abdelzouyesh.
Ses supporters aussi voudraient bien se qualifier pour les quarts de finale. Ce matin à l'hôtel des Français à Coimbra, 50 admirateurs ont attendu patiemment que les joueurs leur fassent un signe. Les Bleus, eux, sortaient d'une séance vidéo qui leur a permis de disséquer le jeu des Suisses. J'aimerais penser aussi que les Suisses, à un moment ou un autre, vont sortir parce qu'ils ont besoin d'une victoire pour se qualifier. Et ils n'ont rien à perdre, donc à un moment ou un autre, il va bien falloir qu'ils se découvrent un petit peu. Et j'espère qu'ils ne seront pas, c'est vrai, devant leur 18 comme les Anglais et les Croates. La promenade matinale a dû paraître bien agréable à Sagnol qui retrouve une place de titulaire et au capitaine Zidane qui pourra évoluer dans l'axe derrière les deux attaquants Henry et Trezeguet. La petite révolution tactique demandée par les joueurs a bien eu lieu et c'est donc avec un De Sailly remplaçant que les Bleus sont partis vers le stade. 5 km en bus après la collation et la dernière causerie du sélectionneur. À l'arrivée, il y a du bleu et du rouge partout, une ambiance plutôt bon enfant entre supporters français et supporters suisses. Même si c'est un match décisif à l'issue duquel les uns ou les autres rentreront à la maison. Les Bleus sont arrivés il y a quelques minutes sur la pelouse du stade municipal de Coimbra. Ils savent qu'un match nul suffirait à les qualifier, mais depuis hier ils ont une raison supplémentaire de gagner, car une victoire leur permettrait d'éviter le Portugal et de rencontrer la Grèce en quart de finale. Et justement, hier soir, le Portugal tout entier a poussé un énorme ouf de soulagement après avoir arraché sa qualification face à l'Espagne. Un succès dignement fêté à Porto comme à Paris. Julien Benedetto, Manu Tissier. Un brin au cœur, le supporter portugais. Mais une victoire contre le frère ennemi espagnol vaut bien toutes les railleries. Hier soir, au coup de sifflet libérateur, le Portugal a chaviré de bonheur. Et hier soir, les ruelles du centre de Lisbonne étaient presque trop étroites pour accueillir le peuple rouge et vert. C'est magnifique pour tout le monde et tout le pays. J'ai jamais vu une fête pareille. On va pas dormir et demain on n'ira pas travailler. Demain c'est, comment on dit déjà, c'est fête nationale. Un quart de siècle que le derby ibère échappait au Portugal. Mais hier soir, Nuno Gomes d'une frappe limpide a brisé la malédiction et renvoyé l'Espagne au pays. C'est toujours la même histoire, on a la meilleure équipe et on se fait sortir au premier tour, c'est toujours la même chose. Le corps à Paris, mais le cœur à Lisbonne, la communauté lusitanienne de la capitale a vibré hier soir. La victoire l'ivresse et l'espoir d'avoir bientôt peut-être leur 12 juillet à eux. Encore un peu de sport avec l'image du week-end, en fait une image du lundi d'aujourd'hui. À 47 ans, on peut encore se qualifier pour le deuxième tour du tournoi de Wimbledon. La preuve avec Martina Navratilova, elle a balayé la Colombienne Castano 6-0, 6-1, 23 ans d'écart entre les deux joueuses. La fête de la musique, les manifestations ont déjà commencé un peu partout en France. On va y venir dans un instant. D'abord, un spectacle. On connaissait Lambert Wilson, comédien. Eh bien, voici Lambert Wilson, chanteur, crooner. Sophie Jouve, Sylvain Gauthier. De ville en ville, entre chien et loup, l'acteur Lambert Wilson se métamorphose pour revêtir ses habits de crooner et servir Gershwin, Cole Porter ou Bernstein, les grands maîtres de Broadway. I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found a wonderful song. Je crois que la qualité des grands standards, c'est tout simplement parce que c'est de la bonne musique. C'est une musique qui, même si elle a absorbé les qualités de son époque, avait quelque chose de supérieur à la simple mode. Ce répertoire qui demande du style, de l'élégance, il l'a appris à Londres quand il était étudiant. Lambert Wilson, le perfectionniste, qui désormais assume sa passion du chant. J'ai beaucoup bossé, surtout pour essayer de faire accepter ça au public, cette façon d'aller dans une direction, puis dans une autre, puis dans une autre. Maintenant, j'ai l'impression que ça a l'air de moins les surprendre, et c'est accepté aussi par la presse et par les critiques. Hello.
À une époque où les top modèles cherchent avant tout à faire des disques, Lambert Wilson savoure l'essentiel, le plaisir de la musique. Alors la musique aujourd'hui c'est dans les salles, dans la rue et partout ailleurs, même à l'hôpital. Avec la rappeuse Diams, c'était à Necker à Paris, Christophe Héroux. Voir tout le monde sourire pour transformer la cour de l'hôpital des enfants malades en cour de récréation. Cet après-midi, Diams la rappeuse l'avait décidé et les enfants l'ont vite compris. La fête de la musique doit être partout. La musique à l'hôpital? Oui. Eh ben, ça fait du bien, ça réveille, ça... Quand on s'occupe, parce qu'à l'hôpital on s'ennuie si on n'a pas de télé des fois. Je suis content, ça fait du bien. Ça fait du bien et comme dans un vrai concert, autographe et petite bousculade enfantine autour de la star. Vraiment la maison la patate, donc c'est bien, et en même temps ça fait du bien à tout l'hôpital, à tous les malades, aux gens qui travaillent ici, donc ça met un peu de bonne humeur, un peu de bonne joie, quoi. Je pense qu'ils en ont besoin. L'univers de l'hôpital est dur et encore plus maintenant, très très dur. Donc bouffée d'oxygène, oui. Moment où on ne pense pas à la maladie, à la douleur, certainement. Et certainement qu'ils repartiront avec des souvenirs quand dans leur chambre ils entendront ce soir Paris faire la fête de la musique. Et avant de refermer ce journal, direction la plus grande scène de France ce soir. C'est sur France 2, au Trocadéro, 3h30 de direct, des stars, des surprises autour de vous. Daniela Lombroso, bonsoir Daniela. Bonsoir. De l'ambiance en tout cas. Bonsoir à tout le public qui est réuni ici ce soir et au public de France 2 qui, j'espère, sera au rendez-vous avec Yannick Noah. Bonsoir Yannick. Bonsoir Daniel. Et de nombreux artistes, bien sûr, toutes les stars sont sur France 2 ce soir. Yannick, la fête de la musique, qu'est-ce que ça représente? La fête de la musique, c'est l'occasion de jouer déjà, on aime toujours ça, et puis surtout de participer à cette fête merveilleuse et voir aussi d'autres artistes, et puis faire la fête toute la nuit avec tous ces gens extraordinaires. Voilà. Voilà, en résumé, on va faire donc la fête toute la nuit. Avec Yannick, bien sûr, avec Francis Cabrel, Isabelle Goulet, Pascal Obispo, Jennifer, Natacha Saint-Pierre, Chimène Badi, Passy, Calogero, Etienne Dao, mais aussi avec toute la jeune génération, tous les hits du moment, G5, Jamelia, Diams, Thierry Amiel, Camaro, Zucchero, Paul Young, enfin vous verrez, il y en aura pour tous les goûts et toutes les musiques, du rap, du rock. Toutes les musiques seront réunies ce soir pour la fête de la musique. Eh bien, à tout à l'heure, Daniela, le rendez-vous est pris. À tout à l'heure, Yannick Noah. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. 1h moins le quart, dernier journal, Ève Métet. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le ministre de la fonction publique, Renaud Dutreil. On se quitte sur ces images du solstice d'été, célébré comme chaque année sur le site préhistorique de Stonehenge en Angleterre, où sont rassemblées des milliers de personnes qui viennent donc regarder les premiers rayons du soleil à travers les monolithes millénaires. À demain. Votre soirée sur France 2. En direct du Trocadéro.